Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h et puis le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée. Des marchés qui évoluent sans grande conviction en Europe à mi-séance. On voit d'ailleurs des tendances un peu divergentes avec le DAX qui recule de 0,35% tandis que le CAC 40 à Paris est tiré par Airbus. Airbus qui gagne plus de 6% après avoir communiqué sur son nouveau programme de cadence industrielle. Airbus qui va donc pouvoir remonter les cadences de ses programmes phares et notamment du programme A320, un programme qui retrouvera en 2023 son niveau, son rythme de production d'avant-crise. Pour les marchés, c'est une bonne surprise, une bonne nouvelle. Le titre Airbus fait la course seul en tête avec Safran dans son sillage. Airbus qui s'octroie plus de 6% de hausse à mi-séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. On notera également hors CAC 40 le titre Solution 30 qui poursuit son rebond. Les rachats des positions vendeuses à découvert se poursuivent aujourd'hui encore. On est à nouveau sur un rebond de plus de 20% pour le titre Solution 30 qui s'est effondré de 70%, il faut le dire, en début de semaine. Donc on est encore très en deçà des niveaux qui prévalaient avant l'effondrement du titre. On était autour de 10 euros, on est à 4 euros aujourd'hui pour le titre Solution 30. On en parlera dans un instant, enfin dans quelques minutes avec Franklin Pichard, DG de Kipling Finance qui sera avec nous en plateau. Et puis on attend des statistiques américaines. Alors cet après-midi, le chiffre révisé du PIB pour le premier trimestre. Le marché n'attend pas de grands changements par rapport à la première estimation, à autour de 6,5% de croissance en rythme trimestriel annualisé. On aura les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'emploi qui est un focus important aujourd'hui pour les investisseurs et pour la Fed. Et puis surtout demain, des statistiques qui permettront d'y voir un peu plus clair sur le rythme de consommation des ménages, leur taux d'épargne également, puisqu'on aura à la fois les dépenses et les revenus des ménages pour le mois d'avril. Et puis un indicateur d'inflation important, très important même, puisqu'il s'agit de l'indicateur privilégié par la Réserve fédérale américaine pour mesurer la tension sur les prix finaux aux États-Unis avec l'indice PCE, l'indice des prix des dépenses de consommation. Là aussi pour le mois d'avril, ces chiffres seront publiés demain à 14h30. Et les marchés européens qui tiennent plutôt bien à mi-séance et notamment à Paris pour le CAC 40 grâce à Airbus. Le résumé, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est en légère hausse à la mi-journée sur le CAC 40 au sein d'une séance qui sera marquée en début d'après-midi par plusieurs statistiques américaines. Dès 14h30, en effet, sera publiée l'estimation de croissance du PIB américain au premier trimestre. Un PIB attendu en progression de 6,5% selon le consensus. Mais à 14h30, les investisseurs prendront également connaissance des commandes de biens durables aux États-Unis ainsi que des inscriptions hebdomadaires au chômage. On note en attendant quelques statistiques sur le sol européen avec par exemple la confiance des consommateurs en Allemagne qui reste en territoire négatif pour le mois de juin. Celle-ci affiche cependant une progression par rapport aux estimations du mois de mai et passe de moins 8,6 points à moins 7 points mais reste en dessous des attentes des analystes qui tablaient sur une progression à moins 5,2 points. En France, on note également que Bruno Le Maire anticipe un déficit public qui dépassera les moins 9% du PIB du pays. Le ministre de l'économie et des finances qui estime que l'accélération de la croissance devrait permettre de le résorber rapidement. Et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs à la Bourse de Paris avec notamment Airbus qui tire le CAC 40 depuis ce matin avec un titre qui décolle de plus de 5%. Airbus qui a confirmé anticiper un rythme de production plus soutenu pour l'ensemble de ses avions à partir du 4e trimestre de cette année. Dans le détail, on peut regarder ce qui se passe en ce qui concerne l'A320. Airbus compte produire 45 avions par mois dès le 4e trimestre. Airbus qui annonce même se préparer à tenir une cadence de 64 avions par mois d'ici au 2e trimestre 2023, soit un niveau supérieur à celui d'avant la crise sanitaire où Airbus produisait 60 avions A320 par mois. En ce qui concerne l'A220, celui-ci devrait voir sa production passer de 5 appareils par mois actuellement à 14 appareils par mois d'ici 5 ans, tandis que l'A330 ou encore l'A350 maintiennent des rythmes presque identiques.
Du côté des autres valeurs à suivre à la Bourse de Paris, on note que Sanofi annonce le lancement d'une étude de phase 3 pour le vaccin qu'il développe contre la Covid-19. L'étude devrait porter sur plus de 35 000 participants âgés de plus de 18 ans. On continue avec Club Med qui annonce de son côté que l'activité repart. Les réservations pour cet été sont supérieures selon le groupe à celles d'avant la crise sanitaire, et ce dans un contexte où seule une quarantaine de villages sur les 70 que possède le groupe seront ouverts en raison de restrictions sanitaires. On note également ce matin que Kering a cédé 5,9% du capital de Puma pour un montant de 805 millions d'euros. Kering, dont la participation dans l'équipementier sportif est à présent portée à 4% du capital. On continue avec Dassault Systèmes qui compte diviser par 5 le nominal de son action qui cote actuellement aux alentours des 190 euros. Une opération qui devrait être effective le 7 juillet prochain. Et on finit avec cette information en ce qui concerne Capgemini et Orange qui font part de leur intention de créer un fournisseur de cloud français. L'entreprise sera baptisée Bleu et fournira donc des solutions de cloud répondant aux standards français en matière de souveraineté des données. Et on finit ce point de la mi-journée avec quelques indicateurs clés sur les marchés financiers. Le pétrole qui est un peu au-dessus des 68 $. L'once d'or qui, elle, est juste en dessous des 1900 $. L'euro-dollar qui, lui, est juste en dessous des 1,22 $ pour 1 euro. Tandis que le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis progresse par rapport à la séance d'hier puisqu'il est actuellement aux alentours des 1,58%. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Les enjeux américains, on en parle chaque jeudi à la mi-journée dans Smart Bourse avec Thomas Kosterg avec nous par téléphone depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Il y a quelques semaines, quelques mois à peine, le marché n'avait qu'un mot à la bouche, le mot de tapering. La Fed se prépare à réduire progressivement, graduellement le rythme de ses achats mensuels à 120 milliards de dollars par mois aujourd'hui. Plus on se rapproche de la réunion de la Réserve fédérale américaine du mois de juin, ce sera les 15 et 16 juin prochains, plus les taux semblent rebaisser, Thomas. On est retombé à 1,55 hier sur le 10 ans américain. Comment est-ce qu'on explique cette situation qui peut paraître un peu paradoxale ? Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'il y a deux explications. Alors, il y a une explication qui est que la Réserve fédérale est tellement crédible et elle a réussi à séparer tellement bien d'une part la réduction des achats d'actifs, mais tout en restant très accommodante pour la hausse des taux qu'elle ne voit pas avant plusieurs années. Et donc cette crédibilité fait que le marché obligataire ne dérape pas. Une deuxième ligne un peu plus critique peut-être, c'est juste de dire que le marché obligataire s'est endormi au volant et en effet est à risque de se réveiller un peu plus tard quand ces signaux seront un peu plus concrets, mais en effet ils se concrétisent. Oui, alors c'est ça la question. On pensait il y a encore quelques semaines que la réunion du mois de juin serait une réunion live, un meeting peut-être un peu chaud en matière de décision et de discussion de politique monétaire au sein de la Fed. Finalement, ça semble être un rendez-vous que le marché attend sans grands enjeux. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, Thomas ? Parce que le boom économique, il est quand même bien là aux États-Unis aujourd'hui. Tout à fait, le boom économique est là. Autre point important sur le front de la vaccination, qui est un facteur très important pour le taper, même si la Fed ne l'a jamais mentionné officiellement comme ça, mais ça reste, la réduction des achats actifs reste très liée à la situation sanitaire. Or, on voit qu'aux États-Unis, les cas sont plus bas depuis juin l'an dernier. Enfin bref, les cas sont très faibles maintenant aux États-Unis. Et surtout, on a quasiment une majorité de la population qui est complètement vaccinée. Donc, la vaccination a été très, très efficace. Alors, c'est vrai que la Fed est ralentie un peu dans son entrain, quelque peu par les chiffres de l'emploi du mois dernier, qui étaient un peu moins bons, qui étaient bien moins bons qu'attendus. Mais on sait qu'il y a des problèmes structurels et des problèmes aussi liés par exemple aux aides gouvernementales et les allocations de chômage très généreuses. Donc c'est des phénomènes qui ne sont pas liés à la vigueur de la reprise économique. La vigueur de la reprise économique, elle reste très forte. Donc voilà, en effet, je pense que tout ça mis bout à bout montre qu'on s'approche d'une décision quand même sur la réduction des achats d'actifs. Et surtout que, autre point important, on voit qu'il y a trop de liquidités dans le système monétaire américain et c'est un autre facteur qui fait que la Fed pourrait un peu s'empresser
de réduire ses achats d'actifs qui continuent d'alimenter la liquidité dans le marché monétaire. Or, ce marché monétaire est en train de friser l'indigestion. C'est-à-dire, à quoi on le voit concrètement, Thomas, cet excès de liquidité, une liquidité surexcessive même désormais? Tout à fait. Alors, il y a deux choses. Pourquoi cette liquidité surexcessive? D'une part, parce que la Fed continue de racheter à un rythme très important, 120 milliards de dollars par mois. Donc, c'est-à-dire que les réserves bancaires augmentent de 120 milliards par mois également. Et deuxième chose, le Trésor américain, donc le ministère des Finances, a décidé de réduire son compte en banque à la Fed. Et ça, pourquoi? Parce qu'en fait, l'an dernier, le Trésor a surémis de la dette, donc il a eu plus de dette que nécessaire. Et donc, l'argent a été parqué à la Réserve fédérale. Et là, en fait, le gouvernement est en train donc de diminuer son compte en banque à la Fed. Et donc ça aussi, ça amène à des réserves bancaires supplémentaires. Donc, on a un marché monétaire qui est concrètement, la baignoire est en train de déborder. Par exemple, je peux vous donner un signe. Sur les bons au trésor à 1 an américains, on est à 0,03%. Maintenant, puisque les marchés monétaires cherchent coûte que coûte du papier, on n'en trouve plus, surtout du papier à court terme. Donc 0,03%, c'est le plus bas depuis ever, depuis jamais. On voit bien qu'il y a même un risque que le marché monétaire en aille sur des taux négatifs, juste parce que le marché demande du papier, et il n'en a pas. Et donc, en effet, et aussi ce qui se passe, la liquidité retourne à la Fed, donc il y a un peu un jeu de passe-passe un peu bizarroïde où la Fed, donc ce qu'elle fait quand elle rachète des titres du Trésor, elle met des liquidités, et les liquidités lui reviennent parce qu'elles sont remises en pension par les institutions financières, et en effet, on a une explosion de ces reverse repos, donc la mise en pension du cash, pour que les institutions financières reprennent les obligations du Trésor. C'est un jeu de passe-passe, mais qui est assez fou, mais qui, encore une fois, met en exergue la situation un peu ubuesque, qui fait qu'il y a trop de liquidités dans le marché. Et en effet, ça pourrait aussi inciter la Fed à accélérer ses plans sur la réduction des achats d'actifs, puisqu'il y a vraiment trop de liquidités dans le marché. Bon, on verra quels sont les signaux envoyés par la Fed les 15 et 16 juin prochains, sachant que d'ici là, il y aura eu quelques statistiques importantes. Je citais le corps PCE demain, la mesure d'inflation privilégiée par la Fed pour mesurer la tension sur les prix finaux et sur les prix des dépenses de consommation des ménages américains. Et puis on aura également un nouveau rapport sur l'emploi pour le mois de mai qui sera publié donc avant cette réunion des 15 et 16 juin pour la Réserve fédérale américaine. Sur le plan des infrastructures, Thomas, j'ai pas vu de nouvelles particulières, si ce n'est qu'il y a toujours quand même une négociation bipartisane entre les républicains et les démocrates du Congrès, avec bien sûr la Maison-Blanche au milieu de tout ça. Où est-ce qu'on en est de ces discussions? L'annonce avait provoqué évidemment beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs. Est-ce que les discussions se déroulent comme prévu? Est-ce qu'il faut s'attendre à un calendrier décalé, prolongé, pour pouvoir concrètement faire passer une loi sur les infrastructures aux États-Unis? On avait l'idée que ça pourrait être quelque chose prévu courant juin ou juillet. Est-ce qu'il faut déjà se décaler un petit peu ce calendrier? Ah non, juin-juillet, c'est sûr que c'est pas possible. Là, on est plutôt sur du septembre-octobre. Là, on est encore dans la phase consultative où, typiquement, ce qu'on dit en américain, c'est du horse trading, c'est du marchandage de tapis. Le plan Biden sur les infrastructures, donc c'est 2300 milliards de dollars. Biden a indiqué qu'il était prêt à baisser cette enveloppe à 1700 milliards. Les républicains eux-mêmes avaient proposé au début autour de 500 milliards de dollars et ils ont augmenté l'enveloppe. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à se retrouver au milieu? Mais là où le bas blesse, c'est le problème du financement de tout ça. Je rappelle que Biden veut en partie faire financer ça par des augmentations d'impôts et c'est un non catégorique de la part des républicains. Donc, je pense à quoi il faut s'attendre dans les prochains mois, concrètement, un peu plus de négociations, mais ça va mettre du temps à déboucher. Et deuxièmement, en effet, les plans de Joe Biden, les plans assez gigantesques de Joe Biden risquent d'être très dilués au Congrès. Et ils risquent d'être dilués au Congrès d'autant plus, paradoxalement, que la reprise est forte, puisque plus la reprise est forte, moins il y a d'urgence au Congrès de rajouter du stimulus budgétaire. Et je rappelle qu'un autre axe important au Congrès, une attaque d'ailleurs des Républicains, c'est le sujet de l'inflation. Or, on va être cet été en plein dans le pic de l'inflation aux États-Unis, et cette inflation qui mène à toutes sortes de craintes, et donc qui fait aussi que les Républicains, mais aussi certains démocrates d'ailleurs,
sont un peu réticents à rajouter du stimulus budgétaire au stimulus budgétaire déjà existant qui est déjà massif. Bon, une discussion qui risque de se prolonger donc sur ce programme d'infrastructure annoncé par Joe Biden. Ce qui peut nous ramener à la Fed également d'une certaine manière, Thomas. C'est-à-dire que pour la Fed, c'est quand même important de savoir quelles seront la taille des déficits. Parce que oui, peut-être qu'une partie de ces plans sera financée par l'impôt, mais peut-être qu'une partie restante sera quand même encore financée par des déficits. Ça, c'est un paramètre important, j'imagine, quand même, pour la Réserve fédérale américaine. Tout à fait. Alors, juste sur le financement des plans d'infrastructure, il y a aussi une question symbolique des hausses d'impôts qui sont plus une question de symbole politique plutôt qu'une question comptable. On a bien compris avec sous Trump, mais aussi sous Biden, que finalement les déficits budgétaires n'étaient plus aussi importants qu'avant, voire même ils passaient complètement au second plan. Donc globalement, on est dans une nouvelle ère de politique économique où les déficits ne sont plus importants. Sur la réserve fédérale, en effet, il y a quand même toujours eu ce rôle implicite qui s'est amplifié, à mon avis, pendant la crise du coronavirus, d'assistance au financement de la dette publique. De facto, on peut pas nier le fait que le QE, les achats d'actifs, sont une aide évidemment indirecte pour financer le déficit. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est qu'une partie du déficit est financée par la création monétaire, qui pour l'instant d'ailleurs ça se passe bien. Mais en effet, la question quand même dans le futur, c'est quid si on va dans une création monétaire perpétuelle pour financer ad vitam aeternam le déficit. C'est la vraie question. Pour l'instant, la confiance dans la monnaie tient, mais ça va être une vraie question, je pense, pour les 5 à 10 prochaines années. Néanmoins, d'ailleurs, autre point important, c'est aussi ça qui va faire que la Fed va quand même traîner des pieds avant de remonter les taux d'intérêt. Puisque évidemment, il y a quand même cette histoire du fardeau de la dette, la dette publique américaine. Alors ça dépend des mesures, si on dit dette nette ou dette brute, mais en dette brute, on est à 130% du PIB à peu près, d'après les chiffres de BIS, de la Banque des règlements internationaux. C'est des chiffres très élevés et en effet, le gouvernement fédéral ne peut juste pas se permettre des taux d'intérêt élevés et c'est pour ça que la Fed, en partie, va garder les taux bas. L'autre considération, c'est qu'il y a la dette privée est également très importante. Enfin bref, tout ça, ça veut dire beaucoup de contraintes sur la Fed et en effet, s'il y a réduction des achats d'actifs, ça sera certainement une retraite un peu tactique. On lâche du lest sur les achats d'actifs, mais on n'est pas prêt de lâcher du lest sur les hausses de taux. Merci beaucoup Thomas, merci de nous éclairer sur les enjeux américains. Chaque semaine, Thomas Kosterg avec nous par téléphone depuis Genève, économiste senior chez Pictet Wealth Management. Et Franklin Pichard qui est à mes côtés en plateau à présent pour évoquer les enjeux boursiers du moment. Bonjour Franklin. Bonjour. Merci d'être là, directeur général de Kipling Finance. Pour un mois de mai, alors qui se termine cette semaine, réputé être un mois plus faible que les autres en matière de performance boursière, finalement ça tient bien. Le CAC est à plus de 6420 points au moment où on se parle. Oui, très belle performance du CAC. Et d'ailleurs, il faut le souligner, c'est une des meilleures performances de toutes les bourses internationales. On est devant les États-Unis, devant l'Allemagne, on est devant l'ensemble des grandes places et même des autres places partout dans le monde. Donc, un petit cocorico au passage, mais c'est vrai que du coup, ça complique la tâche. On voit d'ailleurs qu'en ce moment, les volumes sont plutôt anémiques, on est sous la barre des 3 milliards. Et ce qui également complique notre tâche, c'est que dans ces moins de 3 milliards qui se traitent chaque jour, vous avez environ 1 milliard qui se font dans le fixing de clôture, uniquement. C'est-à-dire qu'on est obligé de retenir notre respiration jusqu'à la fin du fixing pour savoir si finalement, quand on était proche de 0, comme c'est le cas cette semaine, est-ce qu'on sera au-dessus ou en dessous. Hier, on l'a tiré à 0,02, donc vraiment rien. Et ça complique effectivement. Les investisseurs cherchent un petit peu des idées. On peut être parfois un petit peu perdu. On est au plus haut. Qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux? Et comme vous le soulignez à l'instant, on est en train de sortir de la saison des publications.
Et puis, on va avoir, dans quelques semaines, les assemblées générales qui vont commencer. Donc là, il y a un peu un no man's land où les gérants ne savent pas trop quoi faire, ont digéré l'excellente saison des publications qui a véritablement délivré au-delà des attentes, et les assemblées générales qui vont arriver. L'élément positif qui nous permet de maintenir quand même une tendance positive dans cette période-là, c'est qu'on commence à avoir de la communication sur les dividendes et le rythme des dividendes qui vont être distribués sera supérieur à 2019, donc avant la crise, et donc on est plutôt optimiste. À cela, on ajoute les indicateurs économiques, confiance des ménages et autres, qui font qu'on a une sorte de cercle vertueux qui s'entretient sur ce mois de mai. Et concrètement, alors si on prend le cas d'un investisseur, un de vos clients qui serait déjà correctement investi sur les marchés actions, qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui? Et puis il y a le cas de celui qui peut-être pas assez investi, ou du nouvel entrant, du nouvel arrivant sur les marchés actions, qui est un cas encore différent. Mais sur le cas de l'investisseur déjà investi en actions, qu'est-ce que vous lui recommandez aujourd'hui? Alors nous, très concrètement, et j'avais l'occasion de le dire ici, il y a déjà 1 mois et demi, 2 mois même, on avait commencé à faire un peu de cash. Cette hausse nous faisait peur tellement elle était rapide. On a vu d'ailleurs après qu'on avait surtout fait un palier, mais ceux qui ne sont pas assez investis, après c'est une question de proportion, je préfère parler de ceux qui arrivent. Oui. On a tous les jours des nouveaux clients arrivants. qui arrivent, des nouveaux arrivants. On y va, on met 30% sur les marchés actions. On vient de le dire. 30% de la somme, de l'enveloppe qu'on a prévue, c'est ça? De l'enveloppe qu'on a prévue. On ne va pas sur les obligations. Il y aura un moment un gros problème sur les obligations. Quand les taux remonteront, les performances seront négatives à ce moment-là, donc c'est pas la peine d'aller chercher les coûts. Le monétaire, ça rapporte rien. Vous avez des frais de gestion, donc c'est inutile, autant garder du cash. Mais en revanche, sur des fonds de portefeuille, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, on va avoir une division du titre Dassault Systèmes. Oui. C'est toujours favorable à un titre. Quand on divise par 5 un titre ou par X, on l'avait vu à une époque, je ne sais plus, avec un titre américain, il y avait eu Apple, Tesla, il y avait divisé, Tesla, bien sûr, oui, bien sûr. Et on voit qu'immédiatement, ça crée une dynamique. Ça change strictement rien à la capitalisation boursière, mais ça permet d'accéder plus facilement au titre? Oui, exactement. C'est-à-dire que l'investisseur qui a un petit portefeuille, qui se dit, moi, acheter un titre à 200 €, ça me gêne. En revanche, acheter un titre à 70 €, j'ai moins de problèmes. Et je peux... Il y a une question de confiance, d'approche psychologique. Ça ne change rien à la capitalisation. On aura des dividendes relativement intéressants qui seront distribués. Donc oui, les investisseurs peuvent à la fois rentrer sur des valeurs en sélectionnant des valeurs qui vont avoir un dividende entre 4 et 6% sur des valeurs très paires de famille. Je pense à Total, à AXA, etc., qui AXA a distribué. Et donc maintenant, va avoir un chemin qui va l'accompagner pour revenir sur ces niveaux d'avant-détachement, d'avant-versement, ce qui est un cas classique auquel on assiste chaque année. Donc véritablement, on est dans cet environnement qui nous donne quelques piliers, des valeurs, mettent un peu de luxe. La performance du CAC, elle a été liée aussi en partie au luxe, malgré les niveaux, la cherté et autres de titres comme de ce secteur, mais il y a encore possibilité de voir encore plus haut. Donc, en tout cas, on rentre, on n'attend pas, on voit qu'à chaque fois qu'on a eu des corrections au cours des 2, 3, 4 derniers mois, ce sont des corrections qui durent 24, 48, jamais plus de 72 heures. C'est même pas des opportunités pour les investisseurs. Et ça vient d'être dit à l'instant, il y a tellement de cash dans ces marchés qu'on ne peut pas, entre guillemets, baisser dans des... proportions trop importantes. Et aujourd'hui, c'est ce que Thierry Claudet, notre analyste, marque le matin dans son point technique, on a de toute façon des supports qui sont tellement éloignés que de toute façon, on n'a pas de crainte d'un enchaînement d'une baisse qui accompagnerait parce que les automates se déclencheraient. On a une zone de confort suffisamment importante aujourd'hui qui fait que
une correction ne doit pas inquiéter plus que de raison un investisseur qui doit constituer. Et s'il n'est pas assez investi, qu'il en profite. Il y a quand même encore des tas de titres qui peuvent être achetés. On vient de parler d'Airbus. Ouais. Airbus est encore en retard. Souvenons-nous qu'il y a 2 ou 3 mois, Airbus disait on ne verra pas le jour avant 2025. Ils nous disent maintenant que 2022-2023, ils retrouveront leur cadence. Donc il y a des choses à jouer, ou Safran, qui était la deuxième hausse du CAC aujourd'hui. Donc il y a effectivement des choses à privilégier. Airbus et Safran, alors des poids lourds, hein. Airbus, c'est que encore 80 milliards de capitalisation boursière, donc ça fait partie quand même du top 10, on va dire, en termes de poids boursier au sein du CAC 40. Je voulais qu'on garde quelques minutes pour dire un mot du dossier Solution 30. Alors sur le fond de l'histoire, je ne sais pas si vous avez un avis ou une conviction, Franklin, j'ai l'impression que c'est très compliqué d'avoir un avis tranché sur la question. Même les commissaires aux comptes et même les auditeurs n'arrivent pas à émettre d'opinion sur les comptes de Solution 30, ce qui évidemment déplaît fortement au marché. On l'a vu à la reprise de cotation lundi, hein, le titre s'est effondré de 70%, on le rappelle. Là, on a 2 jours de rebond qui sont peut-être des phénomènes techniques, mais est-ce que vos clients vous interrogent là sur une situation spéciale comme celle de Solution 30 ? Oui, typiquement, hein, sans s'étendre, mais Solution 30, c'est quand même le premier opérateur européen dans le déploiement du digital et des services de maintenance. C'est le déploiement de la fibre optique et des compteurs Linky. Donc, on ne vend pas du vent, quoi. Il y a un véritable job. Tout est venu de ce rapport en décembre dernier. Là-dessus, on a eu Muddy Waters qui a shorté la valeur et qui a émis des accusations graves de blanchiment, infondé, on dit Deloitte et Didier Kling, qui sont quand même 2 cabinets qui font référence et qui ont rendu leurs conclusions, qui avaient été désignés par Solution 30 en décembre, ouais, c'est ça. Et qui avaient rendu leurs conclusions le 4 avril dernier. Les choses s'étaient un petit peu apaisées. Le titre, entre-temps, était passé de 20 € à 7,50 € le 20 € le 9 décembre, à 7,50 € le 15 décembre. Et puis, pour la faire courte, il se maintenait autour de 10 € jusqu'à ce que la société demande la suspension de son cours le 10 mai. Et le titre a recoté simplement lundi en baisse de 70%. Pour répondre à votre question, une conviction, c'est impossible d'avoir une conviction. On écoute ce que nous dit Gianpeppi Fortis, le PDG, qui a l'air d'être complètement pris dans cette tourmente et qui ne sait pas comment gérer cette pression médiatique et toutes ces rumeurs. Quand on regarde les... Il demande du temps. Visiblement, ça prendra du temps avant d'avoir des éléments fermes sur lesquels s'appuyer en matière notamment de comptabilité de l'entreprise. Exactement. Le 10 mai, il a demandé la suspension parce qu'il n'arrivait pas à se mettre d'accord avec Ernst & Young, qui est son expert comptable et qui refusait de certifier, non pas parce qu'il refuse de les certifier plus exactement, mais ils n'ont pas d'avis. Ouais. Ils ont demandé des documents que Solution 30 n'arrive pas à obtenir de son client ou prestat, et du coup, Ernst & Young dit on ne sait pas et on ne dit pas d'opinion. Ce qu'on imagine aujourd'hui, c'est que si effectivement Solution 30 et son PDG nous disent la vérité, c'est ce qu'ils disent dans toute la presse, les radios et les télés, vous me direz ça suffit pas. Effectivement, le rebond de 26% hier, de 32% ce matin, qui sont, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, des rachats de positions short essentiellement, et puis de spéculateurs individuels. Ouais. Pour répondre encore à votre question, oui, on a des investisseurs particuliers qui nous disent à 4 et quelques, ça valait 10. Si effectivement ils sont blanchis dans cette affaire, il y a peut-être un petit billet à faire sur Solution 30. Mais ne parlons pas de conviction. On lance la pièce en l'air et on va voir de quel côté elle retombe. Ça, c'est le côté adrénaline des marchés boursiers, effectivement, le dossier Solution 30 qui fait l'actualité encore ces derniers temps. Merci beaucoup Franklin. Franklin Pichard, à mes côtés en plateau pour évoquer les enjeux boursiers du moment, le directeur général de Kipling Finance dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.